Sud Midi. Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer. À la une de l'actualité de ce midi, après 6 mois de pandémie, les autorités sanitaires font le bilan de la maladie. Près de 14 000 cas, 290 décès, plus de 3 800 encore sous traitement, aucun vaccin pour l'heure. Le ministre de la Santé insiste à nouveau sur le respect strict des gestes barrières, d'autant plus que la tendance est à la baisse ces dernières semaines. Aujourd'hui, 35 sites de prise en charge sont opérationnels sur l'étendue du territoire, mais désormais la prise en charge à domicile prend le dessus. Plus de malades pris en charge à domicile que dans les CTE. Les différentes réactions à suivre dans cette édition. Un week-end pluvieux en cours, des précipitations un peu partout, plusieurs quartiers inondés à Thiès où la situation est inquiétante, d'autant plus qu'il pleut encore. Nous serons en direct avec Babacar Ndao. Inquiétude et désespoir des sinistrés qui pataugent à Saint-Louis. Puis dernière ligne droite du dialogue politique, le couplage des élections à nouveau évoqué par la majorité. Proposition inopportune selon Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC. L'invité du 12h doute d'un consensus total. Des désaccords et des réserves vont persister. La page sport, ce sera avec Odile Minkilan. La revue de presse avec Rapsel Manouane pour compléter Sud Midi mise en onde par Assam Thioune. Bonjour à tous. Il pleut sur la quasi-totalité du pays. La météo avait annoncé un week-end pluvieux. D'importantes quantités de pluie étaient prévues. Des pluies en cours à Thiès où nous retrouvons Babacar Ndao. Bonjour. Bonjour, il pleut à Thiès alors que plusieurs quartiers sont déjà sous les eaux. Ngent, Medina Fall fortement touchés. Le trafic a d'ailleurs été stoppé depuis 10 heures. L'activité économique est pratiquement à l'arrêt à Thiès aujourd'hui. Vous l'avez dit, il faut dire que c'est la plus grosse pluie enregistrée depuis l'installation de l'hivernage cette année à Thiès. Déjà, la nappe avait fini, la nappe était déjà pleine puisque ces cas de sinistrés avaient été déjà enregistrés dans des quartiers, notamment à Ngent la semaine dernière. Mais aujourd'hui, la situation s'est tempérée. Depuis 10 heures, vous l'avez dit, il pleut et pas des moines, il pleut des cordes à Thiès. Au moment où nous vous parlons, le ciel continue à ouvrir. Du coup, ces quartiers sont complètement limitant du coup le déplacement des populations. Mais également le quartier Escale qui abrite le marché central n'est pas en reste. D'autres quartiers comme Buissombel sont dans cette situation. Les appels de détresse viennent de partout. Même il est difficile pour la police de se déplacer pour pouvoir s'enquérir de cette situation. Idem à Diakhao, le long du canal, et disons subi les mêmes affres de cette grosse pluie enregistrée ce matin dans la cité du Rail. L'autre aspect, s'il pleut à Thiès, c'est difficile de se déplacer, ce qui fait que Thiès se trouve dans une cuvette. Même les pluies qui viennent, des localités environnantes, notamment vers Fanden, ou le long de l'autoroute à péage se déverse dans la cité du Rail. Difficile même de fréquenter aujourd'hui l'hôtel de ville de Thiès où devait se lancer une campagne de reboisement. Toutes les activités pour l'instant sont suspendues. Les populations gagnées par cette situation. L'autre aspect, le mur du CEM Elhadji Amadou Ba Sampaté du quartier du même nom, c'est complètement affaissé. Aujourd'hui, c'est même le président de l'APE qui appelle aux détresses, mais difficile pour ces populations de se déplacer. D'après certaines autorités saisies, les sapeurs-pompiers sont en train de faire un peu le tour de la ville, histoire de s'enquérir de la situation, une situation sur laquelle nous reviendrons pour dire que les conséquences seront énormes ici à Thiès, qui enregistre depuis ce matin, de fortes pluies. Babacar Ndao, Thiès pour Sud FM. Merci beaucoup Babacar Ndao. De fortes pluies à Thiès où déjà plusieurs quartiers sont inondés et ce samedi matin, de fortes pluies sont également enregistrées dans d'autres localités, notamment à Sangalkam et aux environs. À Saint-Louis, donc la situation est également préoccupante. Saint-Louis où plusieurs quartiers sont également déjà
inondés. Le point à Saint-Louis avec notre correspondant sur place, Yves Tandeng. La peur et l'inquiétude planent toujours chez les habitants des nombreux quartiers inondables que regorge la ville de Saint-Louis. Ces quartiers sont jusqu'ici occupés par les eaux de pluie qui ont fini d'envahir la plupart des maisons. Les yeux rivés vers un ciel qui menace toujours de rouvrir encore et encore ses vannes, ces personnes rencontrées ne cachent pas du tout leur inquiétude. Nous sommes entourés partout d'eau. Les eaux stagnantes sont ici. Vraiment, c'est la catastrophe ici. Les services avaient pompé, mais l'eau est revenue après la pluie d'avant-hier. Maintenant, le ciel qui est encore menaçant, c'est une inquiétude totale chez nous. Nous n'avons même pas les mots pour expliquer les difficultés que nous vivons. Vraiment, on peut dire que nous vivons encore dans la précarité. Donc, ce sont des eaux usées mélangées avec des eaux de pluie. Et là aussi, c'est une situation qui a trop duré. On peut dire que depuis 10 ans, nous vivons cette situation. D'ailleurs, pour arriver jusqu'à chez nous, tu as fait un véritable parcours de combattant. Et même là, pour voir, toutes nos chambres sont toujours inondées. Pour faire la cuisine et faire le linge, vous voyez les femmes là-bas. Ce sont des briques qu'elles entassent plutôt pour pouvoir faire leur ménage. Ça, c'est difficile. De Pikine à Diaminar, en passant par Médina Course, Darou, pour ne citer que ces quartiers, partout, les eaux de pluie ont tout envahi. Ah, mais on ne sait pas où aller. Quelqu'un qui s'est dépouillé pour avoir de quoi manger la journée ne peut pas aller louer. On n'a pas les moyens. On est obligé de rester sous les eaux avec tous les risques que cela comporte. Voilà la situation. Nous sommes vraiment fatigués et inquiets. Ce qui pose chaque année la problématique de la gestion des inondations, et ce, malgré les efforts consentis par la mairie de Saint-Louis. Aujourd'hui, la restructuration de ces différents quartiers inondables s'impose afin de pouvoir résoudre de manière définitive ces problèmes d'inondation qui sont très récurrents dans la capitale du Nord. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Yves Tandeng, inquiétude donc et préoccupation chez les sinistrés de Saint-Louis. Rappelons que la météo annonce donc un week-end pluvieux, d'importantes quantités de pluie sont attendues ce week-end. Il pleut donc à Thiès depuis ce matin avec des quartiers déjà inondés. Retenez que des nuages, systèmes porteurs d'orages et de pluie sont en train de faire cap vers les côtes de l'axe Saint-Louis, Dakar, Joal. Des pluies sont attendues dans l'après-midi. Plusieurs autres localités vont certainement enregistrer des pluies selon les prévisions de la météo. Parlons de la pandémie du nouveau coronavirus. Les autorités sanitaires évaluent la riposte après 6 mois de gestion de la maladie. Depuis le début de la pandémie, le Sénégal recense près de 14 000 cas positifs, 290 décès, 3 806 encore sous traitement. Ces dernières 24 heures, un nouveau décès a été enregistré, 67 nouvelles contaminations. Voici le point avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. On l'écoute. Sur 1313 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,10%. Les cas positifs se répartissent comme suit. Nous avons 27 cas contacts suivis par nos services et 40 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers que je vais vous citer. La commune de Tivaouane en a 6 cas communautaires, Dakar Plateau 5, Thiès 4, Ziguinchor 3, Les Maristes 2, Parcelles Assainies 2, Rufisque 2, Bambey 2, Bignona 1, Bambey c'est 1 pardon, Cité Keur Gorgui 1, Diourbel 1, Fann Résidence 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Liberté 5 1, Nioro 1, Ouakam 1, Ouest Foire 1, Passy 1, Sacré-Cœur 1, Saint-Louis 1, Saraya 1 et Touba 1. 128 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce vendredi 4 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 13 948 cas ont été déclarés positifs, dont 9 851
guéris, 290 décédés et donc 3806 patients sous traitement. Vous venez de suivre le point avec le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Près de 14 000 cas déclarés depuis le début de la pandémie, 290 décès. Le virus est encore là, toujours actif, même si la tendance est à la baisse selon les autorités sanitaires. Voici les précisions de Babacar Samb qui revient sur les statistiques. Retenez que ces dernières semaines, les tendances sont à la baisse. La lutte contre la Covid-19 se poursuit, dit le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, insiste sur le respect des gestes barrières pour freiner la chaîne de propagation. On l'écoute. J'aimerais effectivement vous dire que personne ne sait quand cette épidémie prendra fin, ni quand un remède efficace pourra permettre au monde de s'en sortir. Dès lors, la lutte contre la Covid-19 se poursuit et doit être intensifiée. À ce jour, l'application des mesures barrières est la meilleure arme dont nous disposons pour freiner le virus. J'en appelle donc à la vigilance de tous, au niveau individuel comme au niveau collectif, surtout pour protéger les personnes vulnérables. Selon la directrice générale de la santé, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, le défi de l'heure est la détection rapide et le suivi adéquat des cas graves. Les tests ont ainsi été décentralisés dans certaines régions, explique Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, qui plaide pour le renforcement du dispositif de riposte. Il faut dire que dans le dispositif que nous avons mis en place, la surveillance épidémiologique et celle des points d'entrée a occupé une place importante dans le dispositif car elle a permis la recherche, la détection et le suivi des cas suspects et de leur contact. Différentes stratégies ont été mises en place, à savoir la stratégie hospitalière dans les centres de traitement de 14 régions avec une capacité litière nationale confortable. Une stratégie extra-hospitalière pour les cas asymptomatiques afin de désengorger les hôpitaux, mais également actuellement une stratégie de prise en charge à domicile pour toujours les cas simples. L'évolution de toutes ces lignes conductrices a été faite en fonction de l'ampleur et de la gravité de la maladie qui se comporte aujourd'hui en dents de scie, même si par endroits il y a une tendance relative à la baisse. Le grand défi est et reste aujourd'hui la détection rapide et le suivi adéquat des cas graves. La prise en charge de la Covid-19 s'accompagne toujours avec un approvisionnement correct en médicaments avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, mais avec un contrôle régulier de nos services d'inspection et de régulation. La prévention et le contrôle de l'infection ont été assurés à tous les niveaux dans la protection du personnel, mais également dans la gestion des déchets biomédicaux. Le laboratoire est un maillon important du dispositif. Initialement, au début de l'épidémie, les laboratoires de Pasteur et de l'IRSF faisaient la détection par RT-PCR avec 2 unités mobiles à Kolda et à Touba dans la région de Diourbel. Actuellement, la décentralisation a permis de faire les tests au niveau des régions de Kédougou, de Tamba, de Matam, de Kaolack, de Thiès et Ziguinchor, toujours avec les tests RT-PCR. Cependant, les tests de diagnostic rapide sont en phase pilote dans les sites sentinelles de Dalaba à Kédougou, de Pont à Tamba, de Saint-Joseph à Ziguinchor, au centre abattoir de Kaolack, à Boki-Diawé dans la région de Matam, à Médina Fall à Thiès, à Rosso et à Richard Toll au niveau donc de Saint-Louis. Tout ceci a été facilité par la mise en place d'une commission technique de biologie médicale qui a donné les avis d'experts. La cellule d'alerte qui a été mise en place a permis une détection physique des cas, de suivre les contacts et par l'orientation et la régulation du SAMU national, une prise en charge adéquate des cas. Nous devons renforcer l'ensemble des domaines d'intervention du dispositif de riposte et davantage sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières et sur l'utilisation continue des services de santé afin de juguler les autres maladies et les problèmes de santé. Donc, je vous le disais, près de 14 000 cas déclarés depuis le début de la pandémie, 290 décès, des cas positifs enregistrés dans les 14 régions du pays, 70 districts touchés, même si la tendance est à la baisse. Babacar Samb. Exactement 13 948 cas déclarés depuis le début de la pandémie, 290 personnes emportées par la maladie. L'ensemble des 14 régions du pays infectées, 70 districts touchés sur les 79 que compte le pays. Selon le directeur des opérations d'urgence sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso, les mois de juin, juillet et août sont une période assez difficile où la barre des 3000 cas est franchie chaque mois. 74 décès au cours du mois de juin, 90
93 morts en juillet et 75 au mois d'août. Entre les mois d'avril, mai et juin, une personne infectée était capable de contaminer 4 autres, mais depuis le mois de juin, le taux de reproduction du virus commence à diminuer. Aujourd'hui, en moyenne, un cas positif peut contaminer 2 personnes. Les mesures fortes qui ont été prises, notamment la limitation des déplacements, l'interdiction des manifestations, la fermeture des écoles, ont eu un impact positif sur la diminution des cas et ont permis aussi de maîtriser l'évolution de la maladie. À cela s'ajoute le dispositif de riposte renforcé en termes de logistique et de capacité de prise en charge. 5 laboratoires interviennent dans les diagnostics. Plus de 150 000 tests sont réalisés par ces différents laboratoires. 10 régions sont en mesure de faire des tests. Dakar, Diourbel, Kolda, Matam, Saint-Louis, Thiès, Kaolack, Kédougou, Ziguinchor et Tambacounda sont capables en 2 heures de donner des résultats, ce qui permet d'avoir des résultats assez rapidement, selon Dr Abdoulaye Bousso. En termes de prise en charge, le Sénégal passe d'un centre de référence, celui de Fann, à 35. Toutes les 14 régions disposent désormais de sites de prise en charge opérationnels. La prise en charge à domicile, une des stratégies importantes, elle a permis de diminuer les charges. Plus de patients à domicile que dans les centres de traitement. Certes, une régression progressive des cas est notée grâce aux efforts consentis, mais la vigilance s'impose, selon Dr Bousso, pour garder cette dynamique et éviter un effet rebond dans ce contexte marqué par la reprise des cours et les manifestations religieuses qui se profilent. L'utilisation des corticoïdes pour le traitement des patients atteints d'une forme sévère ou critique du Covid-19, une pratique recommandée par l'OMS. Selon plusieurs études, ces corticoïdes sont le seul traitement à avoir montré un effet significatif de réduction de la mortalité chez les malades du Covid-19 au Sénégal. L'utilisation de ces anticoagulants n'est pas nouvelle et des résultats favorables ont été obtenus des Mariam Ndiaye. C'est récemment que l'OMS a validé l'utilisation des corticoïdes dans la prise en charge des patients positifs avec des formes sévères et critiques du Covid-19. En fait, dans un premier temps, l'Organisation mondiale de la santé déconseillait formellement de les utiliser, mais après les dernières études internationales faites et qui ont prouvé l'efficacité des corticoïdes, l'OMS a changé d'avis. Après cette étude internationale qu'elle a coordonnée avec l'Université de Bristol, l'agence sanitaire reconnaît désormais officiellement l'intérêt de cette piste thérapeutique. Les conclusions des chercheurs ont levé les doutes car les résultats de leurs travaux montrent qu'un traitement par corticoïdes diminuerait de 21% le risque de mortalité des formes sévères de Covid-19. Ici au Sénégal, l'utilisation des anticoagulants et des corticoïdes dans le traitement des cas sévères n'est pas nouvelle. C'est ce que nous dit le professeur Moussa Seydi, le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Fann. Il s'agit d'un médicament disponible depuis plus de 20 ans qui a une action anticoagulante et anti-inflammatoire efficace chez l'homme. Ces 2 actions sont indispensables à obtenir dans le cadre de la prise en charge d'une forme grave. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ici au Sénégal, nous avions inclus dans notre prise en charge l'utilisation des anticoagulants et des corticoïdes comme anti-inflammatoires bien avant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En outre, il s'agit d'une molécule qui a une puissance antivirale très importante in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Ce projet a démarré depuis le 14 août 2020 et les autorités étatiques l'ont très tôt validé et actuellement en Afrique, le Sénégal est le seul pays à avoir commencé ce projet de recherche. Les autorités sanitaires ont fait le bilan de la pandémie de coronavirus, 6 mois de gestion de cette pandémie qui régresse selon les statistiques. Les autorités sanitaires qui insistent sur le respect des gestes barrières. Recrudescence des cas de violences faites aux filles et aux femmes depuis l'apparition de la Covid-19 selon une enquête menée par l'Association des juristes sénégalaises, l'Association des jeunes avocats et l'Association des journalistes en santé. Ces 3 structures mène d'ailleurs une campagne de sensibilisation intitulée And Aar Jigéen Ñi pour dénoncer ces violences enregistrées aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Les précisions de Khadijatou Sakho, secrétaire générale de l'Association des journalistes en santé avec Mame Diarra Da Silva. Le fait que les gens restent chez eux, que les couples passent plus de temps ensemble qu'autrefois,
ont fait exacerber les violences faites aux femmes. Et nous sommes dans cette campagne en partenariat avec l'Association des juristes sénégalaises qui a un numéro vert. Et on s'est rendu compte qu'avec ce numéro vert, les appels pour les soutiens, les appels pour dénonciation de violences faites aux femmes ont fortement augmenté. Et comme ces trois organisations, à savoir l'Association des juristes sénégalais, l'Association des jeunes avocats et l'Association des journalistes enfants des populations et développement ont en commun un projet et un partenaire qui est Pupi Global, on a décidé de faire un plan de contingence. Et ce plan de contingence et cette campagne And Aar Jigéen Ñi découle de ce plan de contingence. C'est pourquoi on a décidé de communiquer sur le digital pour dénoncer ces violences faites aux femmes en cette période de pandémie, parce que c'est comme les activités grands groupes ne peuvent plus se faire, on a décidé de communiquer sur le digital. Parce que si les gens sont à la maison, ne sortent plus, ils sont tout le temps connectés. Et maintenant, avec l'avènement des smartphones, les gens sont sur Instagram, sont sur TikTok, sont sur Twitter, sont sur tous les réseaux sociaux. Et avec ces réseaux sociaux, on a décidé de communiquer, de faire passer le message pour dénoncer, pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des femmes qui ont été victimes de violences économiques, à qui le mari dit « je n'ai plus de travail, je ne vends plus, je ne sors plus, donc je ne donne plus la dépense quotidienne ». Il y a des femmes qui sont tout le temps sollicitées sexuellement par leur mari parce que le mari est toujours à la maison. Et cette campagne de communication And Aar Jigéen Ñi déroule des activités de communication, à savoir des émissions radiophoniques dans les radios communautaires, pour toucher le grand nombre de populations. Et puis, l'Association des jeunes avocats est disposée à appuyer ces victimes de violences. Parlons politique avec le secrétaire général du GRADEC, Babacar Fall, qui rejette toute idée de couplage des locales et des législatives. La question a été évoquée au cours de la réunion de la commission du dialogue politique. Rien ne justifie une telle option. Il relève des limites au plan organisationnel et même politique. Babacar Fall avec Rapsa Elimanouane. Bon, vous savez, ça n'a pas de sens. Franchement, c'est contre-productif et puis ça ne peut pas donc avoir lieu. Vous savez, c'est une question qui avait été agitée déjà en 2017 au sortir des législatives, je crois, par la députée Aïssata Tall Sall. Alors, vous voyez que les élections locales, c'est des élections très complexes. Si on veut cumuler cette élection-là aux élections législatives, ça pose beaucoup de problèmes, non seulement au plan organisationnel, mais également au plan politique. Au plan organisationnel, vous vous rendez compte que si vous faites un couplage, vous êtes obligé dans chaque bureau de vote de mettre 3 urnes. Une urne pour les législatives, une pour l'élection départementale et une pour l'élection municipale. Ce qui fait 3 urnes. Avec le nombre de bulletins qu'il va falloir y mettre en fonction du nombre donc de listes de candidats. Ça ne peut tenir dans aucun bureau de vote. Ça déjà c'est un problème donc vraiment au plan organisationnel. Ensuite au plan politique, ça pose donc des problèmes parce que les élections locales ont une spécificité quand même parce que ce sont des élections de proximité et qui sont liées dans des circonscriptions vraiment à spectre disons donc moins large. Alors, imaginez-vous que 2 partis peuvent être dans une coalition aux élections locales pour, disons, briguer la mairie ou le conseil départemental, mais aux élections législatives, ces 2 partis peuvent être dans des coalitions différentes parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes intérêts pour l'Assemblée nationale. Vous voyez donc ce que ça pose comme problème. Ça, franchement, moi, je suis totalement contre. Il faut, à mon avis, essayer donc de faire le pari de tenir les élections vraiment, en tout cas, aux dates échues. C'est-à-dire que les élections locales doivent se tenir à part, les élections législatives à part à la date qui est prévue, c'est-à-dire en 2022, et l'élection présidentielle en 2024. Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, sera notre invité tout à l'heure après la page sport. Direction Bamako, où la junte a lancé les concertations nationales sur la transition au Mali. Et les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta ont promis de rendre les commandes aux civils à l'issue d'une transition d'une durée encore indéterminée. La junte au pouvoir va tenir ce samedi 5 et demain 6 septembre une vaste consultation avec les partis et la société civile sur la transition censée ramener les civils à la tête de ce pays. Retenez qu'il y a eu quelques couacs au départ de cette transition qui se déroule à Bamako. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Sori Ibrahim Maïga.
Et nous parlons sport. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Isegnon. Kalidou Koulibaly, plus proche que jamais de Manchester City. Le feuilleton de Koulibaly pourrait prendre fin dans les jours à venir. Manchester City a révélé une nouvelle offre de 75 millions d'euros pour l'international sénégalais de Naples. Un montant qui satisfait pleinement les exigences de Naples. Isegnon, parlons des éliminatoires de la CAN 2022. Préparation de la double confrontation contre la Guinée-Bissau. Le Sénégal joue en amical contre la Mauritanie le 13 octobre prochain au stade Lat Dior de Thiès. La Mauritanie, un bon adversaire pour préparer les matchs contre la Guinée-Bissau. Selon l'ancien coach du Casa Sport, la Mauritanie et la Guinée-Bissau ont le même style de jeu. Badara Sarr, que nous écoutons. À mon avis, le Sénégal a fait le meilleur choix. À y voir de près, on se rend compte que la Guinée-Bissau et la Mauritanie ont pratiquement le même style de jeu, c'est-à-dire un jeu direct avec des joueurs agressifs, un jeu très viril et puis un jeu dans la verticalité. Des équipes peut-être qui ont des joueurs aussi très combatifs, des joueurs athlétiques. Donc je pense que le fait de jouer la Mauritanie vraiment constitue une très très bonne préparation pour la double confrontation contre la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, je pense que vient de participer tout juste à sa deuxième CAN. La Mauritanie est un pays aussi qui émerge en matière de football. On l'a vu lors de la CAN passée, une équipe qui n'a pas été ridicule, qui a joué avec ses moyens, qui n'a pas pu sortir du premier tour, mais quand même il y avait des prémices. On voit même lors de ces éliminatoires qui ont commencé que la Mauritanie occupe la première place avec le Maroc, donc avec un match nul et une victoire. Donc ça veut dire que c'est un adversaire de taille qu'il va falloir prendre très au sérieux, comme du reste de la Guinée-Bissau, pour dire qu'effectivement en Afrique maintenant, on a l'habitude de le dire, il n'y a plus de petites équipes. Donc cet adversaire-là, ce sparring partenaire que le Sénégal vient de désigner, qui est la Mauritanie, vraiment sera sparring partenaire de taille. À l'instant, les propos de Badara Sarr, ancien coach du Casa Sport Sénégal-Mauritanie. C'est donc le 13 octobre prochain à Thiès. Match de préparation pour la double confrontation contre la Guinée-Bissau en novembre prochain. Match comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Ligue des Nations, fin de la première journée ce samedi. Les affiches sont les suivantes. À 13h, Gibraltar joue contre Saint-Marin. Macédoine face à Arménie. À 16h, Chypre, Monténégro, Estonie, Géorgie, Islande, Angleterre. À 18h45, le Danemark va en découdre avec la Belgique. Le champion en titre, le Portugal, joue contre la Croatie. La Suède défie la France. Isegnon. Merci beaucoup, Odile Minkilan. Sud Midi, l'invité. Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, répond à Hapsey Limanouane. Babacar Fall, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du GRADEC. Les discussions se poursuivent au niveau de la commission cellulaire du dialogue national. Quelle est votre lecture après ces points de désaccord et d'accords relevés? Le dialogue n'est pas encore terminé. Le dialogue a repris il y a à peu près une dizaine de jours. D'abord en faisant comme l'avait demandé le président de la République, donc un rapport spécial sur l'état donc de la question. Ce rapport a été fait et déposé au niveau du président de la République pour un peu donc faire le point sur en tout cas les points, je veux dire d'accord, de désaccord et les points à discuter. Alors les gens sont en train donc de continuer le dialogue et en principe la semaine prochaine il devrait terminer parce qu'il reste pas grand chose, il reste juste un point sur le calendrier républicain. Mais toujours est-il que si on veut aujourd'hui en fait donc faire l'état des lieux, il y a des points sur lesquels il y a eu un désaccord. Désaccord, je veux dire. Donc ça c'est le point sur l'audit du fichier, le point sur l'évaluation du processus électoral, sur l'élection du maire au suffrage universel et également, disons, sur l'élection des adjoints. Il y a un compromis qui a été trouvé pour que les adjoints soient, disons, élus dans le cadre du statu quo par le conseil municipal. Mais l'opposition avait introduit un amendement pour que maintenant un conseil, en tout cas un maire qui quitte son parti ou sa coalition, puisse perdre son mandat. Bon, il y a d'autres questions, par exemple, sur, disons, le parrainage.
il y a eu un accord pour, disons, supprimer le parrainage aux élections locales. Maintenant, il y a d'autres points sur lesquels, les gens continuent de discuter où il n'y a pas d'accord. C'est la question du bulletin unique, c'est également la question, du statut de l'opposition et de son chef. Il y a la question de la personnalité en charge des élections. Sur ces questions-là, il n'y a pas encore donc d'accord. Voilà un peu donc où on en est. Mais les discussions continuent. Et je pense de toute façon que d'ici la semaine prochaine, le dialogue sera définitivement, clôturé et les conclusions transmises, oui. Avez-vous bon espoir qu'ils vont arriver à un consensus? C'est difficile. Ça, vraiment, ça n'a jamais eu lieu. Moi, j'ai assisté à plus de... durant 20 ans, à beaucoup de discussions. J'ai participé, disons, à plusieurs cadres de discussion, mais il n'y a jamais eu un consensus total. C'est des consensus sur certaines questions, des réserves sur d'autres, des désaccords sur d'autres questions. Mais on ne peut pas, à proprement parler, dire qu'il va y avoir un consensus vraiment sur l'ensemble des points qui devaient être examinés par la commission du dialogue politique. Et selon vous, l'idée agitée du couplage des législatives et des locales est-elle une bonne idée? Bon, vous savez, ça n'a pas de sens. Franchement, c'est contre-productif et puis ça ne peut pas, avoir lieu. Vous savez, c'est une question qui avait été agitée déjà en 2017 au sortir des législatives, je crois, par la députée Aïssata Tall Sall. Alors, vous voyez que les élections locales, c'est des élections très complexes. Si on veut cumuler cette élection-là aux élections législatives, ça pose beaucoup de problèmes, non seulement au plan organisationnel, mais également au plan politique. Au plan organisationnel, vous vous rendez compte que si vous faites un couplage, vous êtes obligé dans chaque bureau de vote de mettre 3 urnes. Une urne pour les législatives, une pour l'élection départementale et une pour l'élection municipale. Ce qui fait 3 urnes. Avec le nombre de bulletins qu'il va falloir y mettre en fonction du nombre donc de listes de candidats. Ça ne peut tenir dans aucun bureau de vote. Ça déjà c'est un problème donc vraiment au plan organisationnel. Ensuite au plan politique, ça pose donc des problèmes parce que les élections locales ont une spécificité quand même parce que ce sont des élections donc de proximité et qui sont liées dans des circonscriptions vraiment quand même à spectre donc moins large. Alors, imaginez-vous que 2 partis peuvent être dans une coalition aux élections locales pour, briguer la mairie ou le conseil départemental, mais aux élections législatives, ces 2 partis peuvent être dans des coalitions différentes parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes intérêts pour l'Assemblée nationale. Vous voyez donc ce que ça pose comme problème. Ça, franchement, moi, je suis totalement contre. Il faut, à mon avis, essayer donc de faire le pari de tenir les élections vraiment, en tout cas, aux dates échues. C'est-à-dire que les élections locales doivent se tenir à part, les élections législatives à part à la date, qui est prévue, c'est-à-dire en 2022, et l'élection présidentielle en 2024. Sud FM vous remercie, Babacar Fall. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du GRADEC. Ouais, merci bien, Absa. Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, qui répondait aux questions de Hapsa Elimane. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres développés après 6 mois de pandémie. Les autorités sanitaires font le bilan de la maladie. Près de 14 000 cas, 290 décès, plus de 3 800 sous traitement, aucun vaccin pour l'heure. Le ministre de la Santé insiste à nouveau sur le respect strict des gestes barrières, d'autant plus que la tendance est aujourd'hui à la baisse. 35 sites de prise en charge sont opérationnels, mais désormais la prise en charge à domicile prend le dessus. Vous avez entendu les différentes réactions. Ce week-end est pluvieux, des précipitations en cours. La météo annonce des pluies sur la quasi-totalité du pays, alors que déjà plusieurs quartiers sont inondés à Thiès. Et l'inquiétude et le désespoir des sinistrés qui pataugent à Saint-Louis. Nous avons fait le point dans cette édition. Babacar Fall, le secrétaire général du GRADEC, était l'invité de ce 12h. Il est revenu sur la dernière ligne droite du dialogue politique. L'actualité sportive avec Odile Minkilan, la revue de presse avec Hapsa Elimane ont complété cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof, c'est à 13h avec Adam Ndione. Bonne suite de programme.